Maude Pousset, bonjour. Bonjour. Deux grandes enquêtes viennent d'être publiées par l'Observatoire français des drogues, dont vous êtes directrice. L'une mesure la consommation de cannabis des jeunes Français de 17 ans. L'autre, c'est le rapport annuel en fait de l'Observatoire européen des drogues de 2011. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment sont réalisées ces enquêtes ? Voilà, donc la première enquête, c'est l'enquête Escapade. C'est une enquête menée auprès des jeunes de 17 ans au cours de la journée défense et citoyenneté. Et donc elle est menée auprès d'environ 30 000 jeunes. Donc c'est une grosse enquête. Et en plus, grâce à un partenariat avec l'armée que nous avons depuis maintenant plus de 10 ans, on arrive à avoir des résultats reproductibles avec la possibilité de mesurer des évolutions de façon très robuste. Donc c'est une enquête qui nous apporte beaucoup d'informations à un âge critique et stratégique, où en général les premières expérimentations, quand elles doivent avoir lieu, ont généralement déjà eu lieu, puisque l'âge moyen des premières consommations pour le cannabis, c'est un peu plus de 15 ans. Et en même temps, un âge où les consommations peut-être un peu plus régulières sont susceptibles de commencer à s'installer. Donc voilà, un âge tout à fait stratégique. Et pour la deuxième étude, en fait, ce n'est pas véritablement une enquête, c'est un travail de l'Observatoire européen qui fait en fait la synthèse de toutes les informations disponibles au niveau des 27 pays de l'Union européenne, à la fois sur des questions de consommation, mais aussi de trafic, sur tous les aspects en fait, des drogues illicites cette fois, uniquement, et qui permet de mettre en perspective les données disponibles. Dans la première enquête donc auprès des jeunes de 17 ans, qu'est-ce qu'on constate cette année ? Il y a une évolution marquante depuis une décennie. L'évolution des consommations de cannabis observée récemment, c'est plutôt l'observation d'une poursuite de la diminution de ces consommations, avec des niveaux d'expérimentation qui sont chez les jeunes orientés à la baisse et en population générale qui se stabilisent. Et pour les consommations un peu plus fréquentes, des niveaux de consommation qui baissent depuis maintenant les années 2002 environ. C'est une enquête où on demande aux jeunes uniquement leur consommation de cannabis, on les interroge aussi sur l'alcool, sur la cigarette, et est-ce qu'on peut comparer ces trois données ? Oui, alors on les interroge en fait sur l'ensemble de leur consommation de drogues licites et illicites, donc tabac, alcool et autres produits stupéfiants. On peut évidemment comparer les produits les uns aux autres, mais en fait on suit plutôt les évolutions produit par produit que de chercher à comparer forcément ce qui se passe d'un produit à l'autre. De toute façon, on a des niveaux de consommation qui sont très différents, avec des consommations évidemment d'abord de tabac et d'alcool qui restent les produits de très loin les plus consommés chez les jeunes en particulier et dans toutes les classes d'âge. Vient ensuite le cannabis, qui est de loin le produit stupéfiant le plus consommé, avec des consommations, pour vous donner une idée, qui sont de l'ordre de 10 fois plus importantes que le deuxième produit le plus consommé, qui est en France la cocaïne. Donc on est sur des consommations qui ne sont pas du tout du même ordre de grandeur. Et ensuite on tombe sur des produits plus rares. Je crois que cette enquête Escapade auprès des jeunes montre une diminution de la consommation de cannabis. C'est une diminution légère ou est-ce que c'est une tendance durable ? Est-ce qu'on le sait ? Ce sont des diminutions qui sont assez importantes, puisque en 2002, en consommation régulière, c'est-à-dire plus de 10 consommations par mois, on était à peu près à 12% chez les jeunes de 17 ans. Et là, dans la dernière édition en 2011, on est tombé à 6,5%. Donc ce sont des baisses assez significatives. C'est des baisses qu'on observe de fait depuis 2002, où on avait atteint véritablement des sommets de niveau de consommation. Après, les études statistiques ne permettent pas de faire de prospective, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on constate sur maintenant près d'une dizaine d'années. L'Observatoire européen des drogues vient de publier son dernier rapport pour 2011. Quelles sont les tendances importantes sur l'Europe ? Les tendances au niveau européen confirment un petit peu ce qu'on observe au niveau français, c'est-à-dire quand même une stagnation, voire une diminution nette des consommations, en particulier chez les jeunes adultes. Comment on explique cette particularité française d'être un des pays les plus consommateurs ? La spécificité pour la France, d'abord, elle est pas si ancienne que ça.
En fait, on a connu véritablement un effet de rattrapage à la fin des années 90 qui a culminé, on va dire, dans les années 2000. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est probablement dans le groupe des 4 ou 5 pays les plus consommateurs au niveau européen. Mais la particularité, c'est surtout qu'en France, ce n'est le cas que pour le cannabis. Alors que par exemple, prenez l'Espagne ou le Royaume-Uni, par exemple, qui sont aussi parmi les plus consommateurs, sont aussi les plus consommateurs en matière de cocaïne. Ou si vous prenez la République tchèque et le Royaume-Uni, on les retrouve en tête pour l'ecstasy ou les amphétamines. Et en fait, en France, la particularité, c'est que nous sommes dans le groupe des pays les plus consommateurs que pour le cannabis, comme s'il y avait une spécificité de ce produit. Et ça, on n'a pas d'explication? Non. En France, qui sont les plus gros consommateurs de cannabis? Est-ce que ce sont les jeunes, les moins jeunes, les filles, les garçons? Déjà, les garçons, ça c'est une tendance qu'on retrouve pour tous les produits, à l'exception du tabac où les expérimentations chez les filles et les garçons sont à peu près similaires, et les médicaments qui sont beaucoup plus consommés par les filles. Mais sinon, pour tous les autres produits, on retrouve une consommation beaucoup plus importante chez les garçons qui traduit peut-être quelque chose de l'ordre de plus de prise de risque, de conduite à risque plus fréquente. Par exemple, on prenait les consommations régulières de cannabis. Je vous ai dit qu'on était en moyenne à 6,5%, mais ça cache 9,5% chez les garçons et 3,5% chez les filles. Et en fait, cette différence entre les garçons et les filles, elle est d'autant plus importante que les niveaux de consommation sont élevés. La différence au niveau de l'expérimentation, elle est de 39 chez les filles à 44 chez les garçons, 44%. Donc elle est plus marquée quand on va vers les consommations plus intenses. En termes d'âge, les plus jeunes sont les plus consommateurs, avec un pic, on va dire, sur la tranche d'âge 18-25 ans. Et puis une diminution après assez rapide avec l'âge, avec des consommations, on va dire à partir de consommation dans l'année qui diminuent drastiquement à partir de 40 ans. Au niveau européen, même chose, Ça, c'est des constantes, c'est pas quelque chose qui dépend tellement des pays. À partir de quel moment est-ce qu'on juge qu'une consommation de cannabis est vraiment problématique et excessive chez un jeune? On ne peut pas juger du niveau de consommation juste sur les quantités, c'est plus les effets, par les effets que ça produit chez les individus qu'on peut juger du caractère problématique et du risque d'abus ou de dépendance. Aujourd'hui, on dispose d'un outil assez simple qui a été construit comme vraiment un outil de repérage, qui est un petit questionnaire qui s'appelle le CAST, qui veut dire Cannabis Abuse Screening Test, et qui permet de repérer rapidement quels sont les usages problématiques et en fait qui posent des questions sur à la fois les risques de perte de mémoire, les situations de consommation qui ne sont pas liées à la fête, donc les usages le matin, les usages seuls, qui interrogent sur les potentielles difficultés relationnelles et sociales, l'isolement, le fait d'avoir des bagarres ou des disputes suite à la consommation, ou le fait que les parents ou l'entourage aient repéré des problèmes, etc. Donc avec des questions assez simples et assez rapides, on peut avoir une idée des difficultés rencontrées. Et même si ce n'est pas encore validé sur le plan clinique, c'est en cours de validation sur le plan clinique, ça reste le test le plus utilisé dans les consultations jeunes consommateurs. Et du coup, on a une idée du nombre de consommateurs qui ont une consommation excessive? Pas de façon très précise aujourd'hui. D'abord parce que l'outil est encore en validation et qu'on ne l'a encore pas énormément utilisé dans les enquêtes en population générale. On a des résultats dans une enquête chez les jeunes de 16 ans qui montrait un niveau d'à peu près 10% de jeunes qui étaient à risque d'abus ou de dépendance, donc consommation problématique en général. Mais il faut faire attention à ces chiffres parce que ça reste un test de dépistage, donc il va avoir tendance naturellement à un peu surestimer les niveaux les prévalences. Sur le trafic de cannabis, il semble qu'au niveau européen, les cartes soient un peu en train d'être rebattues et que notamment il y ait plus de consommation d'herbe et moins de résine et puis des nouveaux trafics qui se mettent en place avec notamment la culture indoor. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les grandes tendances? Je ne sais pas si les cartes sont vraiment rebattues, mais en tout cas, oui, c'est vrai, il se passe un certain nombre de choses. Il faut voir déjà en termes de saisie, on reste quand même sur
90% du cannabis saisi en France, c'est de la résine. Et c'est de la résine qui vient essentiellement du Maroc. Donc sur les grandes lignes, ça a assez peu évolué. Par contre, c'est vrai qu'on observe à la fois des nouvelles routes et des nouvelles provenances pour la résine qui n'est pas du tout produite sur le continent européen, mais qui commence à venir maintenant d'Afghanistan. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous le soulignez, c'est le fait que l'herbe, qui était peu utilisée en France il y a encore 10 ou 20 ans, est de plus en plus consommée. Et là, on arrive aujourd'hui à peu près 60%, au niveau consommation, 60% de résine et 40% d'herbe. Cette herbe, elle provient d'où? Est-ce qu'elle n'est pas de plus en plus aussi produite en Europe? Alors si, justement, cette herbe, elle est produite en Europe, elle est produite dans les pays voisins, elle est produite aux Pays-Bas, en Italie, en Angleterre, mais elle est également produite en France. On estime à 12% à peu près la proportion du cannabis consommé en France qui est produit sur place. Et il est aussi beaucoup produit de façon assez artisanale par les utilisateurs eux-mêmes pour leur consommation personnelle. On estime aujourd'hui à peu près à 200 000 personnes en France qui feraient de l'autoculture de cannabis. Les Pays-Bas sont devenus les premiers exportateurs d'herbe en Europe. Est-ce que ça signifie qu'il y a vraiment un trafic qui s'est développé particulièrement dans ce pays? Ça traduit surtout l'investissement d'un certain nombre de groupes de trafiquants qui ont investi le champ de l'herbe et qui concurrencent maintenant la résine du Maroc en faisant des productions assez intensives en Europe. Et effectivement, c'est un mouvement qui est parti des Pays-Bas, même si maintenant il se développe ailleurs en Europe. Contrairement à ce qu'on croit, le cannabis n'est pas du tout légalisé aux Pays-Bas. C'est-à-dire que ces factories, elles sont illégales, on est bien d'accord. Le cannabis n'est absolument pas légalisé aux Pays-Bas. Il y a juste une tolérance de consommation dans des lieux particuliers que sont les coffee shops, où effectivement vous pouvez avoir une consommation qui est limitée en termes de quantité. Et les Pays-Bas réfléchissent à interdire prochainement l'accès de ces coffee shops aux étrangers. Donc être un peu plus restrictif encore sur cette tolérance. Il y a également de nouvelles variétés de cannabis avec des teneurs en THC plus élevées, c'est ça? Comment ça s'est développé? C'est toujours dans l'idée de concurrencer la résine de cannabis qui est à peu près en termes de teneur en THC, c'est-à-dire en produit actif, qui est de l'ordre de 10%. C'est une moyenne qui est à peu près constante, qui n'évolue pas tellement autour du temps. Et on va dire que l'herbe, en moyenne, est autour de 8%. Et pour concurrencer la résine, on voit apparaître un certain nombre de nouvelles espèces plus riches en THC, en particulier la Sinsemilla, qui peut atteindre facilement 20% et on a mesuré des taux jusqu'à 35% de THC. Il n'y a pas de politique commune, même de prévention du cannabis en Europe. Visiblement, chaque pays a un peu sa propre législation. Est-ce que c'est vraiment une mosaïque de législation? En termes de législation, c'est vrai qu'il y a des différences importantes. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels à la fois la consommation et la détention de cannabis sont des infractions pénales. Ces pays sont la France, la Grèce, Chypre, la Suède et la Norvège. Dans les autres pays, soit la consommation est complètement légalisée, soit elle est considérée comme une infraction administrative, donc avec des sanctions plus faibles. Et puis après, il y a la question de la détention de petites quantités de produits. Alors là, la majorité des pays, pour le coup, maintiennent l'interdit pénal. Et on a aujourd'hui 6 pays en Europe qui ont fait passer cet interdit, enfin qui ont transformé cette infraction en infraction aussi administrative. Donc on voit qu'il y a des différences. De toute façon, le cannabis, la production et le commerce de cannabis sont illégaux dans tous les pays du monde aujourd'hui. Il n'y a pas de légalisation du cannabis aujourd'hui. Mais
La question que vous posez, elle est vraie pour le cannabis, mais elle est vraie pour les autres produits. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas d'harmonisation en termes de politique, par exemple en termes de politique fiscale concernant le tabac et donc de prévention. Donc, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir avoir quelque chose de cohérent au niveau européen, mais pourquoi l'aurait-on plus pour le cannabis que pour d'autres produits comme le tabac, par exemple, qui sont beaucoup plus consommés encore? Quand vous dites que dans certains pays, on est passé d'une infraction légale à une infraction purement administrative, ça signifie qu'en fait, la législation est plus cool. Ça veut dire que vous ne risquez plus de peine d'emprisonnement. En France, aujourd'hui, la peine maximum encourue pour consommation de cannabis, c'est depuis la loi de 70, 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Donc quand l'infraction devient une infraction administrative, il n'y a plus de peine de prison possible. Alors bien sûr, derrière ces sanctions maximales se cache aussi tout un tas d'alternatives à la sanction pénale, que sont les injonctions thérapeutiques, qui sont de plus en plus rares, et surtout pour le cannabis, mais aussi les orientations sanitaires et sociales, donc vers des consultations jeunes consommateurs par exemple, ou le fait d'aller à des stages de sensibilisation qui sont des alternatives pour éviter les peines de prison et même les fortes amendes. Je vous remercie. Je vous en prie.